On est presque fier de parler d'un écrivain comme Tom Lanois. C'est que cet écrivain de langue néerlandaise et qui est enfin traduit en français et traduit remarquablement, il faut le signaler, par Alain van Kruchten. Cet écrivain de langue néerlandaise publié aux éditions de La Différence, il y a désormais 3 livres de lui au catalogue de La Différence. La langue de ma mère, qui est un roman à la fois bouleversant, émouvant et drôle, mais aussi une sorte de pièce de théâtre qui tient un peu du roman et de la confession politique et poétique, Forteresse Europe. Et enfin, je dirais presque surtout, car c'est un livre qui vient de paraître et dont la drôlerie et la générosité sont frappantes, les boîtes en carton. Tom Lanois est une sorte d'archiviste de sa biographie. Et donc, les archives de son histoire sont dans des boîtes en carton. Mais certaines de ces boîtes en carton ont servi à son père, qui était boucher. Or, nous avions déjà un fils de boucher dans la littérature avec Marcel Jouhandeau. Et Tom Lanois et Jouhandeau ont en commun leur inclination sexuelle. Mais si Jouhandeau était un mémorialiste, un diariste et un romancier dont les accointances avec le catholicisme expliquent beaucoup de ses circonvolutions, Tom Lanois n'est pas du genre à faire des circonvolutions. Et d'ailleurs, on pense en le lisant quelquefois à Philippe Roth et au complexe de Portnoy, car dans les boîtes en carton, il y a notamment une sorte de manuel de la masturbation dont la drôlerie est absolument incontestable. Et je vais d'ailleurs vous en donner une illustration immédiate. Mon initiation n'eut rien de remarquable. Ma 12e année fut celle de la friteuse oubliée sur le feu et transportée en flammes dans la rue par ma mère. Ce fut l'année de mon dernier acte de catholique. Ma communion solennelle et les cadeaux qui allaient avec, un briquet, 6 mouchoirs, un stylo, un portefeuille, 4 mouchoirs, un nécessaire de voyage, 12 mouchoirs, etc. Après ces cadeaux, j'ai commencé à douter de l'existence de Dieu. Peu de temps après, j'ai abandonné toute foi. C'est l'année où j'ai chippé dans le cartable de ma sœur le petit livre rouge des écoliers, dont je n'ai lu qu'un seul chapitre, celui qui traitait de la sexualité. Contrairement aux autres chapitres qui parlaient du capital, de l'impérialisme et de la bourgeoisie occidentale, il ne comptait qu'un minimum de pages, 2 pour être précis, dont une longue partie était une mise en garde contre les abus, car la sexualité pouvait mener à l'assouvissement de plaisirs égoïstes et petits bourgeois. Heureusement, il y avait une description sommaire des manipulations qui étaient censées provoquer ces ignobles satisfactions. Et je dois dire qu'en la matière, Tom Lanois est capable de nous donner des conseils qui ressemblent à ceux d'un cuisinier, car il lui arrive de soumettre des tranches de foie à d'étranges rencontres. Mais puisque nous parlons cuisine, dans l'art culinaire de ma mère, ma part est plus réduite au début. Il n'y a pas longtemps que je sais marcher, mais j'ai déjà le droit de m'asseoir sur la petite table à côté de la cuisinière, dans une cuisine dont la surface est à peine 5 fois celle du tablier de nylon que porte ma mère. Je dois avouer qu'une des choses qui m'a charmé dans l'œuvre de Tom Lanois, c'est sa conscience de l'existence de la lutte des classes, en Flandre et ailleurs. En Afrique du Sud, qu'il évoque dans Forteresse Europe, et en Belgique, avec la langue de ma mère. Qu'il s'agisse d'une propriétaire
qui abuse de son pouvoir sur le jeune boucher qu'elle loge, ou bien des destins professionnels des condisciples au lycée. Tout nous est raconté avec une verve endiablée, une franchise qu'on rencontre rarement, mêlée à autant de délicatesse et d'humour. Je dois avouer qu'il y a longtemps qu'un écrivain ne m'avait pas autant épaté que ce Tom Lanois. Je dois aller chercher dans mes souvenirs, et du côté d'un Alsacien, René Henny, que publiait Christian Bourgois, et qui est l'auteur de livres aussi drôles et aussi vivants que La gloire du vaurien et Babylone, vous y étiez, nus parmi les bananiers. Il y a ainsi, de temps à autre, en librairie, des livres qui ressemblent à leur auteur, et lorsque leur auteur est un homme drôle, loyal, qui a une carrure de poète autant que de fils de boucher, on se régale. Je vais vous donner un autre exemple de ce régal. Vous saviez depuis longtemps que vous étiez un écrivain, que vous aviez du talent. Vous le saviez, vous le sentiez, vous aviez l'ambition de devenir au moins aussi célèbre que ces auteurs que vous aviez lus durant tous ces mois. Vous voyiez déjà votre nom briller dans des anthologies et des bouquins que les générations suivantes d'écrivains allaient commenter. Seulement votre génération tiendrait en un seul nom, le vôtre. Il était impensable que quelqu'un puisse prendre place à côté de vous. Même dans votre ombre, il n'y avait qu'une minime quantité de dons et talents en circulation dans le monde, et un hasard surnaturel voulait que vous ayez hérité de tout le lot. On n'a jamais mieux dit à quel point les écrivains sont vaniteux et à quel point ils sont capables de se moquer de leur vanité. Mais c'est aussi la tendresse qui est un des points forts de l'œuvre de Tom Lanois. On le voit particulièrement dans La langue de ma mère, ce roman, ou bien dans cet autre roman qui vient de paraître, Les boîtes en carton. Je ne veux pas vous priver d'un petit bout de La langue de ma mère. C'est le frère de Tom Lanois qui est devenu audiologue. Et alors, là, nous avons vraiment un morceau de bravoure. Ils prétendent qu'ils sont devenus sourds comme des pots, par exemple en travaillant avec un marteau-piqueur. Il y en a qui sont très endurcis. On peut frapper un coup de marteau sur un gond derrière leur dos, ils ne lèvent pas la tête de leur journal. Ce qu'il faut, c'est d'abord les époustoufler, les étourdir, et après seulement les attraper par surprise au moment le plus bête. Par exemple, on les reçoit avec tous les égards. On leur fait une visite guidée de tout le complexe. On parle clairement, exagérément fort, en articulant nettement, avec beaucoup de gestes. On leur montre tous les appareils supersoniques dont on dispose. Les cabines insonorisées, les centaines de boutons qui produisent chacun un son différent, de l'ultrason au grondement le plus bas, les aiguilles qui vont noter tous les sons sur un rouleau sans fin de papier millimétré, en même temps que leur réaction comme un détecteur de mensonges. La visite peut au moins durer 1 heure. Au moment où ça les a rendus suffisamment nerveux, on les laisse seuls dans la cabine, avec les écouteurs sur les oreilles. Ils se préparent, se raidissent, ils sont tendus, fixés sur ces aiguilles de détecteurs de mensonges. Ils s'attendent à une canonnade de sons, de bips de sonar, de sifflements. Alors, on leur dit d'une voix normale. Test, test, vous êtes prêts? 99% des tricheurs répondent obligeamment oui. Fin de l'examen.